Amis rêveurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le défi, un conte tibétain sur l'amour et les différents obstacles qu'un fils de chasseur doit surmonter pour conquérir le cœur de sa belle. Laissez-vous simplement emporter par la voix de Philippe pour cette belle découverte. Les motifs des animaux sont à l'extérieur, ceux des humains sont à l'intérieur. Le défi. Il y a très longtemps, dans une vallée profonde et fertile, entourée de forêts, vivait un chasseur et son fils. Le fils suivait son père à la chasse depuis qu'il était enfant, et avait tout appris de lui. Au fur et à mesure des années, il était même devenu plus adroit. À l'âge où il devenait un homme, le fils avait acquis tous les attributs des animaux qu'il chassait avec son arc et ses flèches. Il était rusé et rapide comme le léopard des neiges, et fort et puissant comme un cerf des montagnes. Les hommes de la vallée l'admiraient pour son adresse, et les femmes pour sa force et sa beauté. Comme tous les jours, le jeune homme s'était caché près d'un point d'eau où les animaux avaient l'habitude de s'abreuver. Il observait les allées et venues prudentes des animaux. Soudain, une jeune femme portant un seau et une couronne de fleurs blanches tressées dans les cheveux fit son apparition et s'approcha de l'eau. Intrigué, le jeune homme sortit de sa cachette. Entendant le bruit qu'il fit, la jeune femme s'arrêta et regarda en direction du fils du chasseur. Rassurée de voir que ce n'était pas un animal sauvage, elle se pencha sur l'eau et se mit à remplir son seau. Après l'avoir rempli, la jeune femme se releva et regarda le fils du chasseur. Celui-ci sourit, banda son arc et tira une flèche qui vint se ficher sur le sol, juste devant ses pieds. La jeune femme se pencha pour ramasser la flèche, puis, fort mécontente, regarda à nouveau le jeune homme et dit « Tu n'as rien trouvé de mieux à faire que d'effrayer ceux qui viennent chercher de l'eau? Tu es bien le fils du chasseur de la vallée. Ton père est bien plus fort que toi. Je parie que tu ne pourrais pas monter le cheval à 8 sabots qu'il possède et qu'il monte depuis très longtemps. Si tu savais le monter, tu pourrais au moins te vanter d'avoir accompli un bel exploit. » Après avoir dit ces mots, la jeune femme prit son seau et s'en alla, sans plus lui porter la moindre attention. Le fils du chasseur, piqué au vif par les paroles de la jeune femme, la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle eût disparu au loin. Le soir venu, le fils demanda à son père, le chasseur, « Père, tu ne m'as jamais parlé de ton cheval à 8 sabots. J'aimerais le monter. Tout le monde dit que tu es le seul à savoir le monter, que moi je n'y arriverai jamais. Comment as-tu eu connaissance de l'existence du cheval à 8 sabots? Qui t'en a parlé ?» demanda le père inquiet. « J'ai simplement entendu dire que tu possédais un cheval à 8 sabots, et j'ai été surpris de ne jamais en avoir entendu parler, » lui répondit le fils en bougonnant. « Je n'ai jamais voulu t'en parler car il est trop dangereux à monter. Et toi maintenant, sous le prétexte d'en avoir entendu parler, tu viens de me demander de le monter. Je vais être la risée de tous les gens de la vallée si je ne le monte pas. Ils diront tous que je suis un lâche. Je ne te comprends pas. Toi qui d'habitude es si fier de moi. Franchement, tu as réussi à le monter, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas y arriver. Tu es mon fils, et je connais tes qualités et tes défauts mieux que quiconque. Je connais également les gens de cette vallée, dit le père préoccupé. Mais monter un cheval de cette trempe est bien trop dangereux. Tu vas y laisser ta vie. Mais tu l'as bien monté, toi, ce cheval. Oui, mais il y a de nombreuses années que j'ai abandonné. Le fils passa la nuit à essayer de convaincre son père de lui dire où il pouvait trouver le cheval à 8 sabots. De guerre lasse, le chasseur finit par accéder à la demande de son fils. « Écoute-moi attentivement, dit le chasseur à son fils d'un air triste et résigné. Tout au fond de la vallée, près de la maison du lama, il y a un petit chemin qui mène au pays des 3 montagnes. Tu devras aller dans cette direction et il te faudra passer les 2 premiers cols. Tu arriveras ensuite près de la 3e montagne, nommée le mont Vishnu, au sommet de laquelle tu trouveras un point d'eau, appelé la source du Naga noir. Naga signifie serpent en sanskrit. Le Naga est une des incantations de Vishnu. Il est également une créature des mondes souterrains, une sorte de divinité de l'eau, représentée avec un corps de serpent surmonté de plusieurs têtes. Le cheval à 8 sabots aime particulièrement ce point d'eau, qui sert de demeure à ce Naga.
En général, il reste à proximité et ne s'éloigne jamais très longtemps. Mais fils, je te demande de faire très attention et de ne surtout pas sous-estimer ce cheval. Ne t'inquiète pas, je serai prudent, dit le fils à son père. Le fils du chasseur prit la route de très bonne heure. Le soleil n'était pas encore levé et les habitants de la vallée dormaient encore profondément. Le jeune homme se fraya sans trop de difficulté un chemin jusqu'au mont Vishnu et s'approcha de la source du Naga noir, mais il ne vit pas l'ombre d'un cheval à 8 sabots alentour. Il se mit à l'abri, en hauteur, sur un renfoncement de roche, et attendit une bonne partie de la journée que le cheval daigne se montrer. Après avoir mangé et bu, il s'installa confortablement et commença à s'assoupir quand, soudain, la terre se mit à trembler. En entendant ce bruit venu tout droit des enfers, le fils du chasseur se releva prestement et regarda autour de lui. Mais tout ce qu'il put distinguer fut un épais nuage de poussière qui l'empêchait de voir quoi que ce fût. Tout à coup, comme surgit du bardo, qui est le stade intermédiaire entre la mort et la renaissance, qui a une durée de 49 jours, durant laquelle un défunt expérimente un certain nombre d'états de conscience et de perception. Un énorme cheval ressemblant à un démon apparut au milieu de toute cette poussière. Le cheval d'une taille gigantesque et en proie à une terrible colère regardait le fils du chasseur, les yeux semblables à des roues de feu. Après l'avoir observé un instant, le cheval se jeta sur le jeune homme qui eut juste le temps de se mettre à l'abri sur l'un des rochers surplombant sa cachette. Dans un fracas épouvantable, l'animal cogna contre la roche. Des gerbes d'étincelles en jaillirent et mirent le feu aux herbes alentours. Lorsque la nuit tomba, le fils du chasseur se demandait toujours comment monter sur cette monture gigantesque. Il finit par s'endormir ainsi que le cheval, qui ne l'avait pas quitté des yeux. Au petit matin, le fils du chasseur grimpa sur un arbre qui surplombait le rocher sur lequel il avait passé la nuit. Le cheval à 8 sabots le suivait du regard. Le jeune homme prit un morceau de tissu dans sa poche, l'agita en direction du cheval et cria « Wahé, viens le chercher si tu oses. Même si tu es fort et puissant, je parie que tu ne sais pas grimper aux arbres. » Le cheval fulminait et ses yeux lançaient des éclairs furieux. Il se rua contre l'arbre sur lequel se trouvait le jeune homme, qui le narguait, et donna des coups de tête sur le tronc pour tenter de le faire tomber. Le fils du chasseur se trouvait juste au-dessus de lui. Il avait attendu cette occasion pour se laisser glisser sur sa branche et arriver sur le dos du gigantesque animal. Dès qu'il fut juché sur le dos du cheval, le jeune homme s'agrippa fermement à sa crinière. Le cheval ne cessait de se cabrer sauvagement pour tenter de désarçonner son cavalier. Il agitait furieusement sa tête dans tous les sens. Sa crinière claquait comme un fouet et blessait le jeune homme à chaque fois qu'elle le touchait. L'animal avait beau ruer et frapper le sol de ses 8 sabots, le jeune homme n'avait nulle intention de lâcher prise. Le combat entre le cheval à 8 sabots et le fils du chasseur dura toute la journée. Épuisé, l'animal abandonna la partie en début de soirée, lorsque le soleil commença à se coucher et que le fils du chasseur, tout aussi épuisé que lui, tenta de le rassurer en lui caressant doucement la tête. Le cheval décida alors d'accepter son nouveau cavalier et de faire la paix avec lui. Le lendemain matin, le cavalier et son cheval prirent la direction de la maison du chasseur. Ils firent une halte près du point d'eau, où le jeune homme avait pour la première fois vu la jeune femme à la couronne de fleurs. Après s'être reposé un instant au bord de l'eau, en compagnie de son cheval, le jeune homme vit la même jeune femme qui approchait tranquillement, un seau à la main et une couronne de fleurs blanches tressée dans ses cheveux. Elle ne pouvait les voir, car le fils du chasseur et sa monture étaient cachés par d'épais et hauts feuillages. Le jeune homme, fier de lui et d'humeur taquine, banda à nouveau son arc et tira une flèche qui effraya la jeune femme et alla se ficher juste devant ses pieds. La jeune femme ramassa la flèche, puis regarda en direction du fils du chasseur, qu'il aperçut en compagnie de son gigantesque cheval. Très en colère, elle lui dit « Tu penses que tu es un homme parce que tu possèdes un cheval à 8 sabots ? Belle affaire. Tu seras véritablement un homme digne de remplacer ton père lorsque tu auras épousé celle que l'on nomme la belle. Je pense que c'est l'épouse idéale pour un gars tel que toi,
car il te faut sans cesse relever de nouveaux défis. La belle a toute une cour autour d'elle, mais je suppose que c'est toi qui lui conviendra le mieux. Si tu parviens à surmonter tous les obstacles, elle te choisira comme époux. Mais je ne crois pas que tu parviendras jusqu'à elle, car tu n'es qu'un enfant qui essaye d'effrayer les autres et de leur montrer qu'il est un homme. Elle jeta un dernier regard au fils du chasseur et à son cheval, prit de l'eau dans son seau et s'en alla rapidement dans la direction où elle était venue. Le jeune homme retourna chez lui, acclamé par tous les habitants de la vallée. Mais il n'en éprouva aucun plaisir. Son père le trouva triste et renfrogné. « Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Tu as réussi là où tous les autres avaient échoué. Mais je suis surpris de voir que tu n'en tires aucune satisfaction. Peux-tu me dire ce qui te rend aussi triste ? » « C'est vrai que je suis triste, père. J'ai entendu parler d'une jeune femme que l'on nomme la Belle. Pourrais-tu me dire comment je pourrais la trouver ? J'ai l'intention de l'épouser. » « Et toi ? Pourrais-tu me dire qui t'a encore mis une telle idée dans la tête ? Je sais bien que la beauté de la Belle est devenue légendaire. Beaucoup d'hommes de la vallée ont essayé de la conquérir, mais tous ont échoué. Réussir une entreprise comme celle que tu aimerais tenter est impossible. Je t'en conjure, laisse tomber et trouve-toi une autre fille à épouser. Dans la vallée, il y en a de fort belles et intelligentes. Elles seraient toutes flattées de t'avoir comme époux. Les autres femmes ne m'intéressent pas. C'est la Belle que je veux. En l'épousant, j'obtiendrai le respect de tous les habitants de la vallée. Le fils du chasseur essaya de convaincre son père de lui dire où il pouvait trouver la femme de ses rêves, mais celui-ci refusa catégoriquement de lui céder. Le fils fit donc semblant d'abandonner la partie et décida d'aller se coucher, en même temps que son père. Quand ce dernier fut profondément endormi, le fils prit ses affaires et se glissa hors de la maison, sella son cheval et s'en fut au galop, dans un grand tourbillon de poussière. Quand le père se réveilla au petit matin, son fils et sa monture avaient disparu. Désespéré, le chasseur prépara un autel sur le toit de sa maison et apporta des offrandes en invoquant les dieux de protéger son fils bien trop téméraire. Le fils du chasseur, quant à lui, avait dans l'idée que la jeune femme à la couronne de fleurs tressées pourrait lui dire comment retrouver la Belle. Il se rendit donc près du point d'eau et attendit toute la matinée que la jeune femme vienne. Mais comme le temps passait et qu'elle ne se montrait toujours pas, il finit par se lever et se diriger dans la direction où elle était venue pour essayer de l'apercevoir et de lui demander la route qui le mènerait à sa Belle. Peu après avoir quitté le point d'eau, le fils du chasseur pénétra avec son cheval dans une forêt qui devint de plus en plus dense et sauvage. Tous deux avaient du mal à avancer, car le sol était loin d'être stable. Plus ils progressaient, plus le sol bougeait, comme lors d'un tremblement de terre. Le jeune homme finit par descendre de son cheval et monta sur un rocher surplombant la forêt, pour tenter de comprendre ce qui se passait. Le fils du chasseur fut très surpris de constater qu'il se trouvait sur un plateau sous lequel dormait un énorme dragon, dont les ronflements faisaient trembler le sol. Le jeune homme se dit qu'il n'était pas question de reculer. Il continua donc prudemment sa route avec son cheval et arriva dans une clairière où de nombreuses femmes se prosternaient devant un autel. En voyant un aussi beau garçon marcher vers elles, les jeunes femmes s'arrêtèrent de rendre hommage à leur divinité, se relevèrent et firent un cercle autour de lui. « Ouais, jeune homme, que fais-tu dans cette clairière ?» lui dit la plus âgée des jeunes femmes. « Je cherche le chemin qui mène à ma future femme, celle que l'on nomme la Belle. En avez-vous entendu parler ? » ?»« Non, nous sommes toutes retenues prisonnières ici depuis trop longtemps, et nous n'avons pas entendu parler de cette jeune femme. »« Qui vous retient prisonnière ? » ?»« Le dragon qui dort sous le plateau. À chaque pleine lune, il se réveille et dévore l'une d'entre nous. Nous faisions des offrandes et nous demandions de l'aide aux dieux quand tu es apparu. C'est de très bon augure. D'après ta tenue, je vois que tu es un chasseur. Donc pourrais-tu nous aider ? » ?»« Je ne vois vraiment pas comment je pourrais vous aider. Je n'ai encore jamais combattu de dragon et je ne connais pas la façon de les tuer. Alors il te faut partir rapidement car nous sommes un jour de pleine lune et notre bourreau ne va pas tarder à se réveiller. » Le sol se mit à trembler plus fort qu'avant et un rugissement terrifiant se fit entendre. Tout à coup, le dragon qui dormait sous le plateau
surgit à l'autre bout de la clairière. Il se mit à cracher du feu en direction du jeune homme, qui courut se cacher derrière un arbre sur lequel il grimpa sans se faire voir. Lorsqu'il fut bien calé contre une branche, il se mit à bander son arc et attendit que le dragon se rapproche. Quand l'animal fut plus près, le jeune homme décocha une flèche qui vint se planter dans le cœur du dragon. Celui-ci se mit à rugir furieusement et à battre des ailes. Un sang sombre et épais jaillit de la blessure du dragon qui finit par s'écrouler au pied de l'arbre sur lequel était perché le fils du chasseur. Les belles jeunes femmes acclamèrent leur sauveur qui descendit de son perchoir, contourna prudemment le dragon qui ne donnait plus aucun signe de vie. La plus âgée des jeunes femmes dit aux autres : « Allez mes sœurs, allez chercher de quoi restaurer et désaltérer notre héros. Il faut également s'occuper de son cheval qui doit avoir faim et soif. » Après avoir dit ces mots, la jeune femme se dirigea vers le dragon et arracha la flèche. Puis elle l'ouvrit et elle lui retira le cœur qui se transforma en un énorme œil de naga de couleur noire. L'œil de naga est une gemme asiatique assez rare, présentant différentes couleurs et utilisée pour ses pouvoirs. Elle donna la pierre à la plus jeune de ses compagnes, qui se tenait à ses côtés, et se dirigea ensuite vers le jeune homme, assis en compagnie des autres jeunes femmes. Il mangeait et buvait tranquillement. Elle s'adressa à lui et dit : « Tu nous as sauvés des griffes de ce dragon qui terrorisait la contrée depuis fort longtemps. Nous aimerions te remercier. » « Vous n'avez pas à me remercier. Je suis heureux d'avoir pu vous délivrer. Nous tenons vraiment à te montrer notre gratitude. D'entre nous, celle que tu choisiras deviendra ton épouse. » « Je ne peux pas accepter. J'ai l'intention d'épouser celle que l'on nomme la belle. Comme vous m'avez dit que vous ne la connaissiez pas, je ne vois pas comment vous pourriez m'aider. Tu ne nous trouves pas suffisamment belle pour toi ? Tu sais, même s'il était cruel, le dragon avait du goût. Je sais, vous êtes toutes plus belles les unes que les autres. Alors, choisis l'une d'entre nous. » Le jeune homme qui ne savait plus quoi faire se tourna vers la jeune femme qui avait reçu l'œil de naga noir et dit : « C'est toi que je vais choisir, petite sœur. Tu me sembles familière, mais je ne vois pas vraiment où j'aurais pu te rencontrer. » La plus âgée lui dit en souriant : « Ne t'inquiète pas, fils de chasseur. Tu auras tout le loisir de faire la connaissance de notre jeune sœur. Pendant que tu te reposes, nous allons préparer de quoi vous nourrir, toi et ton cheval, pendant votre voyage. » Lorsque tout fut prêt, la plus âgée remit au jeune homme de la nourriture, des boissons et quelques objets rituels. Le fils du chasseur et son cheval reprirent la route en compagnie de la plus jeune des jeunes femmes. Ils traversèrent sans encombre la forêt et se retrouvèrent dans une vallée encaissée. Les parois de la montagne étaient abruptes, et de là où ils se trouvaient, ils avaient du mal à voir le ciel. La journée était bien avancée quand le jeune homme voulut s'arrêter pour la nuit. Au loin, il vit l'entrée d'une caverne qui pouvait leur offrir un abri confortable. Il décida qu'ils y passeraient la nuit. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de leur but, le cheval devint de plus en plus nerveux, et à quelques mètres de l'ouverture, l'animal refusa de faire un pas de plus. Le fils du chasseur mit pied à terre et s'approcha prudemment de l'entrée de la caverne. Soudain, il entendit un concert de ronflements provenant du fond de l'antre noir et une petite voix qui lui dit : « N'approchez pas, fuyez tant que vous le pouvez encore. »« Qui es-tu ? » demanda le jeune homme. « Et que fais-tu dans cet endroit ? » ?»« Je m'appelle Pema, je suis la fille de la montagne. Je me trouve prisonnière d'une famille d'ogres. Ils m'ont enlevée alors que je ramassais du bois pour mes parents. Et maintenant, ils m'obligent à les servir. Mais je pense surtout qu'ils attendent que je sois plus grosse pour me dévorer. Alors, je ne mange presque rien et je fais semblant d'être faible et malade. Où sont les ogres maintenant ? Ils sont tout au fond de la caverne. Ils cuvent le tchang qu'ils ont bu toute la journée. Le jeune homme s'approcha silencieusement de la fillette, toute maigre, dont les mains étaient attachées à un gros rocher. Il commença à défaire les liens qui la retenaient. « Tu ferais mieux de partir au lieu de t'attarder ici. S'ils te voient, ils n'hésiteront pas à te dévorer. Ils mangent de la chair humaine, c'est même leur nourriture favorite, » dit la petite au fils du chasseur. « Je ne partirai pas d'ici sans t'avoir libéré. Nous allons sortir discrètement de la caverne
et nous enfuir le plus rapidement possible. Mon cheval pourra tous nous porter. Merci, dit la fillette, les larmes aux yeux. Le jeune homme lui fit un sourire rassurant, essuya les larmes qui coulaient sur ses joues, puis continua de défaire les liens qui la retenaient prisonnière. Tu es vraiment très courageuse. Dans quelques instants, tu seras libre. Je te ramènerai chez toi, saine et sauve. Mais pour le moment, évitons de faire du bruit. Au même moment où il dit cela, le fils du chasseur sentit sur sa nuque un souffle chaud et fétide. La fillette se crispa et cessa de bouger. Le jeune homme se retourna lentement et vit devant lui un ogre immense qui le regardait de ses yeux jaunes injectés de sang. « Alors comme ça, tu as l'intention de nous voler notre futur déjeuner ? Pour ta gouverne, c'est ton odeur qui m'a réveillé. J'ai bien fait de voir d'où venait cet effluve de chair fraîche. Au moins nous ne serons pas trop fatigués par notre chasse de ce soir. Puisque tu as eu la bonté de venir te jeter dans la gueule du loup, nous aurions tort de faire les difficiles. » Le fils du chasseur mit discrètement la main dans l'une des poches de sa tchouba et prit un pourbout, un poignard rituel tibétain à 3 faces, offert par la plus âgée des jeunes femmes qu'il avait sauvée des griffes du dragon. Le jeune homme ne bougeait plus. Il semblait aussi pétrifié que la fillette. L'ogre, surpris par ce manque de résistance, se pencha, l'attrapa et le souleva de terre. Le fils du chasseur, qui attendit d'être au bon niveau pour lui planter avec toutes ses forces le pourbout dans le cœur, paraissait minuscule à côté de l'ogre, qui s'écroula sans avoir compris ce qui lui était arrivé. Sans perdre de temps, le jeune homme attrapa la fillette et se rua à l'extérieur. Il jucha l'enfant sur son cheval, sur lequel se trouvait déjà la jeune femme sauvée du dragon. Il grimpa à son tour et partit au galop avant que la famille de l'ogre ne s'aperçoive de ce qui était arrivé à l'un d'entre eux. Ils galopèrent un long moment, puis quand le jeune homme estima qu'ils étaient hors de danger, ils s'arrêtèrent pour la nuit. Le lendemain matin, ils se remirent en route et se dirigèrent vers le village où vivaient les parents de la fillette. La fille de la montagne et ses amis furent accueillis les bras ouverts par tous les villageois. Le village leur rendit hommage et leur fit une grande fête. Le fils du chasseur reçut en cadeau un sac d'huile médicale qui lui permettait de guérir toutes sortes de maux et de se prémunir des démons, vampires et ogres en tout genre. Le lendemain matin, le jeune homme et la jeune femme sauvée du dragon quittèrent le village en y laissant la fillette. Ils se mirent en quête de celle que l'on nommait la Belle. Les villageois leur avaient indiqué la route, tout en dissuadant le fils du chasseur de poursuivre son projet. Le jeune homme et la jeune femme voyagèrent plusieurs jours, durant lesquels ils ne virent pas âme qui vive. La contrée où ils se trouvaient était désertique. Le soir de la 5e journée, au moment de s'endormir, ils perçurent un bruissement inquiétant. La nuit était déjà tombée, et ils n'arrivaient pas à voir d'où provenait le sifflement étrange qu'ils entendaient. Tous deux finirent par s'endormir, bercés par ce bruit insolite. Au petit matin, un silence pesant régnait sur le plateau sur lequel ils s'étaient endormis. La jeune femme se leva et constata qu'elle était seule. Le cheval et son cavalier avaient disparu. À leur place, il y avait un petit tertre de sable qui semblait bouger. Intriguée, la jeune femme s'approcha prudemment pour voir ce que cela pouvait bien être. Elle regarda, puis recula horrifiée. La place où avait dormi le fils du chasseur était entièrement recouverte de sable et de serpents. Il en était de même pour l'endroit où s'était trouvé le cheval à 8 sabots. Étrangement, les serpents ne semblaient pas vouloir attaquer la jeune femme. Elle s'approcha à nouveau des 2 tertres et s'aperçut que le jeune homme et sa monture se trouvaient toujours au même endroit, sous le sable et les serpents. La jeune femme réfléchit un long moment, puis rassembla quelques brindilles, fit un feu et brûla de l'encens. Elle sortit ensuite d'une poche intérieure de sa tchouba un petit sac coloré, saisit l'œil de naga noir qui se trouvait à l'intérieur et le brandit en direction des 2 petits tertres, tout en psalmodiant quelques prières. Les serpents cessèrent de bouger. Ils se tournèrent tous en direction de la pierre sacrée, puis brusquement quittèrent de concert
les 2 monticules de sable et disparurent. La jeune femme se précipita sur les monticules qui recouvraient le fils du chasseur et sa monture. Elle dégagea le sable qui dissimulait leur corps, prit l'huile médicale que leur avaient confiée les parents de la fillette et frotta la tête du jeune homme et de son cheval avec. Petit à petit, le sang commença à circuler à nouveau dans les veines du fils du chasseur et de son cheval. Peu de temps après, tous 2 reprirent leurs esprits et ils se mirent debout, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Après s'être restauré et avoir écouté le récit de la jeune femme, le jeune homme voulut reprendre la route en direction du village de celle que tous avaient nommée la Belle. À la fin de la journée, ils avaient traversé la région désertique et pénétraient dans une belle contrée boisée. Ils arrivaient dans une vallée où coulait une rivière turquoise. Le jeune homme sut qu'ils étaient presque arrivés à destination. Cette nuit, nous camperons au bord de cette rivière. Et demain matin, j'irai jusqu'au village pour aller demander la main de la Belle. Es-tu d'accord pour m'attendre ici ? Demanda le jeune homme à la jeune femme, sauvée du dragon. J'attendrai que tu reviennes. Comment me présenteras-tu quand les villageois te demanderont qui je suis ? Quand j'aurai obtenu la main de ma bien-aimée, je lui parlerai de toi. Je lui dirai que tu es comme ma petite sœur et que j'ai l'intention de m'occuper de toi et de te trouver un bon mari quand nous serons rentrés dans mon pays, lui répondit le fils du chasseur. Et si elle ne te plaisait pas, ne préférerais-tu pas rester avec moi ? Au moins tu me connais ? Oui, je te connais et je t'apprécie énormément, mais j'ai donné ma parole et engagé mon honneur. Alors, je ne peux plus changer d'avis. Je resterai fidèle à ma décision. Allons nous coucher maintenant. D'accord, mais avant de t'endormir, j'aimerais te confier l'œil de Naga Noir. Qui sait ce qui peut encore arriver ? Le lendemain matin, le jeune homme prit congé de la jeune femme, sauvée des griffes du dragon, et se dirigea tranquillement vers le village où vivait sa bien-aimée. Sa maison ne fut pas difficile à trouver. Toutes les personnes qu'il interrogea lui indiquèrent le chemin. Elles lui dirent également que le père de la jeune femme gardait jalousement sa fille et empêchait tout prétendant de l'approcher. Quand il arriva devant la maison de sa belle, il vit un homme qui le fixait sévèrement et le dévisageait de la tête aux pieds. « Que veux-tu » demanda l'homme sur un ton désagréable. « Je suis le fils du chasseur, d'une contrée bien au-delà du pays des 3 montagnes, et je viens de vous demander la main de votre fille, celle que l'on nomme la Belle. J'ai fait un long chemin jusqu'ici, et j'ai bravé bien des obstacles. Pourquoi devrais-je t'accorder la main de mon unique fille ? Je suis courageux, travailleur, et je l'aimerai de tout mon cœur. C'est ce qu'ils disent tous. En attendant, tu vas entrer dans ma maison, te restaurer et aller dormir. Je crois que tu en as bien besoin, mon garçon. Nous reparlerons de tout cela demain matin. De plus, je ne suis pas le seul à décider. Ma fille est difficile, et je ne sais pas si tu pourras lui convenir. Le jeune homme entra dans la maison du père de la Belle. Il reçut de la nourriture et de la boisson en quantité suffisante. Le père envoya également quelqu'un s'occuper de son cheval. Toute la soirée, le père insista lourdement pour que le jeune homme boive du tchang. Mais celui-ci résista et resta sobre jusqu'à l'heure du coucher. Le père, enfin, dépité et de fort mauvaise humeur, finit par conduire le jeune homme épuisé à la chambre où celui-ci allait enfin pouvoir se reposer, et s'enfuit sans même lui dire bonne nuit. Comme à l'extérieur, la nuit était déjà tombée et que le père de la Belle avait oublié de lui laisser une lampe, le fils du chasseur pénétra dans une pièce très sombre. Il tâtonna un moment pour tenter de se repérer dans l'obscurité. Puis, soulagé, il sentit sous ses doigts une couche sur laquelle il put enfin s'allonger. Il était couché depuis peu de temps et cherchait vainement le sommeil quand il entendit la porte s'ouvrir tout doucement. Il ferma les yeux et fit semblant de dormir. Il sentit un souffle chaud sur son visage et entendit quelqu'un glisser un objet à l'intérieur de la pièce et s'en aller prestement en refermant la porte à double tour. Pendant un moment, tout fut calme et silencieux. Puis, le jeune homme perçut les mêmes sons que ceux qu'il avait entendus sur le plateau désertique avant de s'endormir. Effrayé, il n'osa pas faire le moindre mouvement.
Il fouilla discrètement dans ses poches pour trouver de quoi se défendre, mais se souvint qu'il avait laissé son pourbout sur la table de son hôte. Tout ce qu'il put agripper fut l'œil de Naga noir que lui avait donné la jeune femme sauvée des griffes du dragon. Dès que le jeune homme sortit la gemme de sa poche, celle-ci commença à briller doucement dans la pénombre de la pièce, qu'elle se mit à éclairer. Le fils du chasseur inspecta du regard sa chambre et découvrit que le sol grouillait de petits serpents très agressifs. Lorsque ces derniers virent l'éclat diffusé par l'œil de Naga noir, ils se dressèrent immobiles et fascinés et regardèrent la pierre comme hypnotisés. Le jeune homme, tenant toujours l'œil de Naga noir dans ses mains, se leva prudemment et attira les serpents dans leur panier. Quand il n'en resta plus aucun sur le sol de la pièce, il referma le couvercle de la corbeille, mit un poids dessus et retourna se coucher. Il laissa la pierre bien en vue sur son lit et s'endormit rapidement. Le lendemain matin, le père de la belle entra en catimini dans la pièce, un sourire narquois et triomphant sur les lèvres. Il s'arrêta dans son élan, surpris de constater que le jeune homme l'attendait frais et dispos sur son lit. Le père jeta un œil sur le panier qui contenait les serpents, vit que celui-ci était fermé et qu'un énorme poids se trouvait sur le couvercle. « Bonjour, j'ai très bien dormi et je vous en remercie. J'ai vu que vous aviez laissé un panier dans la pièce et comme je ne voulais pas que quelqu'un bute dessus en entrant ici, j'ai mis par sécurité sur le couvercle un poids suffisamment important. » Le père de la belle, embarrassé, bredouilla quelques paroles inintelligibles et demanda au jeune homme de le suivre. Celui-ci s'exécuta, un sourire aux lèvres. Après lui avoir donné de quoi se restaurer, le père dit au fils du chasseur : « Ma fille t'attend au milieu de la place du village. Mais, pour l'approcher et obtenir sa main, il te faudra la délivrer du cercle de feu dans lequel elle se trouve. Tu devras te servir de ton arc et de tes flèches sur un cheval lancé à grand galop. Tu auras droit de faire 3 fois le tour de la place sur le cheval pour libérer ma fille des flammes. Si tu n'y parvins pas, il te faudra repartir sans jamais revenir dans ce village. Et ma fille te sera perdue à jamais. » Je n'ai nullement l'intention d'échouer dans cette épreuve. Dans toutes les compétitions de tir à l'arc, j'ai toujours été le meilleur de ma région. « Nous ne sommes pas dans ta région. Garde ta salive pour ton épreuve, » lui répondit le père maussade. « Je n'ai encore jamais vu un seul des prétendants de ma fille arriver jusque-là, et je ne crois pas que tu sois celui qui y parviendra. » Le fils du chasseur fut amené sur la place du village où l'attendaient tous les villageois. Au centre de cette place se tenait une jeune femme, debout au milieu d'un cercle de flammes. Le jeune homme pouvait difficilement distinguer ses traits, car le feu produisait trop de fumée. Des sortes de poteaux inclinés, au nombre de 8, au sommet desquels étaient suspendus d'immenses seaux d'eau, étaient dressés tout autour de la barrière de feu. Chaque seau était attaché par une corde. Le jeune homme fit lentement le tour de la place et observa attentivement les cordes qui retenaient les seaux suspendus au poteau. Un homme vint à sa rencontre et lui dit : « Je suis l'oncle maternel de la jeune femme que tu convoites tant. Maintenant que tu as fait le tour de la place, il te faut te décider à monter sur ton cheval. Suis-moi, je vais t'amener auprès de celui que je t'ai préparé. Il est temps que tu nous montres ce dont tu es capable. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour assister à ton exploit. Si tu arrives à délivrer la belle, tu pourras partir avec elle, et ta réputation de héros dépassera les frontières. » « Je tâcherai de ne pas vous décevoir, » répondit le jeune homme, en enfourchant la monture que lui avait préparée l'oncle maternel de la belle. « Je rendrai votre nièce heureuse. Avec moi, elle ne manquera de rien. Si tu échouais, ce n'est pas moi que tu décevrais, mais ma nièce. Au lieu de te faire des illusions, essaye déjà de ne pas tomber de ce cheval. Il est fougueux et n'accepte personne d'autre que son maître. Il te sera difficile de tenir sur la selle. »« Cela ne me fait pas peur, » dit le jeune homme, en tapotant doucement l'encolure du cheval qui commençait à se rebiffer. « J'ai dompté le cheval à 8 sabots, qui aujourd'hui me suit comme s'il était mon chien. »« J'ai vu ce cheval, et je t'en félicite, » répondit l'oncle. « Mais maintenant concentre-toi, et tâche de remporter la victoire. » Le fils du chasseur salua l'oncle maternel d'un signe de tête, puis se baissa
et chuchota quelque chose à l'oreille du cheval, qui se calma aussitôt et se mit à trottiner tranquillement. L'oncle maternel regarda la scène et sourit. Le jeune homme se mit sur la ligne de départ, banda son arc et lança son cheval au galop. Il n'eut pas le temps de terminer son premier tour qu'il avait déjà sectionné les cordes de 4 seaux qui déversèrent leur eau sur les flammes qui commencèrent à s'éteindre. Lorsqu'il fut à la moitié de son deuxième tour, il avait coupé toutes les cordes de ses flèches, et l'eau contenue dans les seaux avait totalement noyé le feu qui encerclait la belle. Les villageois, cloués de stupeur à la vue de l'exploit accompli par le fils du chasseur, se ressaisirent et acclamèrent de tout cœur le jeune homme pour lequel ils éprouvaient soudain une vive admiration. L'oncle maternel avança vers le fils du chasseur et lui dit « Bravo, jeune homme, je te félicite, tu es aussi valeureux qu'adroit. Tu as vraiment mérité d'épouser ma nièce. Descends de ce cheval et suis-moi. J'aimerais te présenter ta future épouse. » Le fils du chasseur descendit de son cheval et avança, avec l'oncle maternel, vers la jeune femme, qui se tenait toujours au centre de la place du village. Son cœur battait à tout rompre. La fumée qui entourait la jeune femme se dissipa. Le jeune homme put enfin admirer son visage. Stupéfait, devant lui se tenait la jeune femme qu'il avait laissée près de la rivière avant d'arriver au village et qu'il avait sauvée des griffes du dragon. Elle portait une couronne de fleurs blanches tressée dans ses cheveux. « Mais je te connais. Tu es la jeune femme qui m'a accompagné jusqu'ici. Et tu portes aussi la même couronne de fleurs que la jeune femme que j'ai aperçue à 2 reprises près du point d'eau. Je me disais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé me comporter comme un imbécile? Tu aurais tout de même pu me dire que tu étais celle que l'on nommait la belle. Je n'en avais aucune envie. Il fallait que je sache à qui j'avais affaire. Je voulais connaître mon futur mari et savoir si les qualités dont il se vantait et dont tout le monde le paraît étaient bien réelles. Et quelle est ta conclusion? Suis-je digne d'être ton époux? Je serais ravi de t'avoir comme époux. Tu es brave, courageux, adroit, puissant, fidèle et beau. Tu as toutes les qualités qu'une épouse peut désirer, lui répondit-elle en lui tendant 2 flèches qu'elle avait cachées dans sa poche de son tablier. Ce sont des traits qui m'appartiennent, dit-il, en regardant les flèches qui portaient toutes 2 des plumes de couleur rouge. Ce sont celles que j'ai tirées lorsque tu étais près du point d'eau. Oui, je les ai gardées pour pouvoir te les remettre, un jour comme aujourd'hui, lui répondit la jeune femme, en lui faisant son plus beau sourire. Et moi, penses-tu que je suis digne d'être ton épouse? Bien sûr, je serais le plus heureux des hommes avec une épouse telle que toi. Tu es belle, intelligente, courageuse et avisée. Aucune autre femme ne pourrait être ton égale, lui répondit le jeune homme en la regardant avec amour. Les villageois acclamèrent les paroles des futurs époux et les accompagnèrent jusqu'à l'écurie où se trouvait le cheval à 8 sabots qui les attendait avec impatience. La jeune femme fit ses adieux à sa famille et aux habitants de son village et monta sur le dos du cheval sur lequel se trouvait déjà son futur époux. Ils chevauchèrent plusieurs jours avant d'atteindre la vallée où habitait le fils du chasseur. Le père, désespéré depuis le départ de son fils, se mit à pleurer lorsqu'il le vit sain et sauf en compagnie d'une aussi belle jeune femme. Il fit une grande fête en l'honneur de son retour et remercia les dieux qui l'avaient épargné. Toute la vallée célébra les noces du fils du chasseur et de la belle, et tous vécurent de longues et heureuses années dans l'abondance et la prospérité. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner 2 vidéos, l'une sur le cheval, l'animal du chaman par excellence, et l'autre sur le serpent, un animal ambivalent et considéré en Grèce antique comme étant le fils de la terre. Rêvons et voyageons ensemble.